Nouveau numéro de Reporter sur France 24. Nous vous emmenons aujourd'hui sur une île connue pour ses glaciers, ses volcans, ses aurores boréales, l'Islande. Au-delà de ses paysages époustouflants, ce pays se distingue par son modèle démocratique exemplaire. Depuis plus d'une décennie, l'Islande est numéro 1 du rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes publié par le Forum économique mondial. Son Parlement est le plus paritaire d'Europe, avec près de 48% de femmes élues en 2021. Mais que fait ce petit pays de 376 000 habitants pour sortir son épingle du jeu ? Mérite-t-il sa réputation de paradis de l'égalité femmes-hommes ? Une enquête signée en Islande par Mélina Huet de France 24. C'est une île d'à peine 380 000 âmes qui a accordé le droit de vote aux femmes en 1915. Le premier pays à avoir élu démocratiquement une chef de l'État il y a 40 ans déjà. Je l'ai fait pour nos filles. Loi pour l'égalité de salaire, congé parental exemplaire. I would love to be a stay-at-home dad. Une grève féministe en 1975 qui paralyse le pays. The world stops if women stop. Une nation qui se pose en championne de l'égalité des genres. Mais où rien n'est jamais acquis. We need to step up a lot. L'Islande est-elle vraiment le paradis de l'égalité femmes-hommes ? En Islande, l'égalité des genres s'enseigne dès le jardin d'enfants. Dans les années 80, Margrét Ólafsdóttir a inventé une méthode pionnière dans le monde, le modèle Hjalli. Ce mot signifie briser les tabous. L'idée est née d'un constat qu'elle a fait après des années passées à enseigner en maternelle et en primaire. D'une certaine façon, les garçons prenaient plus de place que ce qu'on attendait d'eux, alors que les filles se mettaient en retrait, exprimaient plus d'hésitation. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai eu une sorte de déclic. Mon Dieu, il n'y a rien d'anormal chez mes filles, même si elles s'effacent. Il n'y a rien d'anormal chez mes garçons, même s'ils prennent plus de place que je ne le souhaiterais. C'est le cadre qui est mauvais. Margrét crée alors une école d'un genre nouveau où elle invite les élèves à sortir de ce fameux cadre. Ici, garçons et filles sont séparés une partie de la journée. Toutes les activités, généralement assignées à l'un ou l'autre des groupes, sont pratiquées de manière indifférenciée. Le football n'est ainsi plus seulement une affaire de garçons. Prendre soin de soi et des autres, une tâche uniquement dévolue aux filles. Þorvaldur, komdu hingað, kæri vinur, leiðavin. Jensina est la directrice de cette école, l'une des 17 réparties sur tout le territoire. Quand elle a découvert que les filles restaient dans un coin de la cour de récréation, tandis que les garçons l'occupaient entièrement, elle a décidé de la diviser équitablement en deux espaces séparés par un simple chemin. Les garçons sont venus nous voir car ils avaient le sentiment qu'on leur avait piqué leur espace. Tandis que les filles nous ont demandé si elles pouvaient aller ici ou là. Elles demandaient la permission d'utiliser le terrain qu'on leur avait donné. Donc, on a enseigné aux garçons à être plus justes et aux filles à utiliser l'espace.
Take the area. It's all yours. Ici, les enfants se mélangent à nouveau en fin de journée et n'ont aucune difficulté à jouer ensemble. Alors que la méthode Hjalli a été questionnée à ses débuts, Margrét a été décorée par le gouvernement islandais en 2007 pour son innovation pédagogique, comme pour les résultats scolaires obtenus. Nous sommes sans doute les seules écoles et jardins d'enfants en Islande à avoir des études qui confortent nos méthodes. On constate que les enfants qui viennent ici sont plus ouverts d'esprit quand ils grandissent, en ce qui concerne les stéréotypes de genre. Nos élèves sont également meilleurs dans toutes les matières. Des enfants plus ouverts, avec moins d'a priori de genre. Et des mères pour qui la maternité n'est plus un frein à leur carrière. Après Reykjavik, nous nous rendons à Selfoss, à 1 heure de la capitale. Nous y rencontrons une famille avec 4 enfants. Je prépare des super pancakes faits maison pour les enfants. Dès qu'il va prendre conscience que c'est ce que je cuisine, vous allez entendre des petits bruits. Quand David fait la cuisine, Ástrós, elle, jongle entre vie de famille, gestion d'un commerce en ligne et engagement politique. Un quotidien qu'elle partage sur les réseaux sociaux. J'ai enchaîné les grossesses depuis décembre 2017. Cela ne m'a jamais empêché de faire les choses qui me sont chères, comme me présenter aux élections locales. Dès la naissance du petit dernier, Ástrós et David se sont partagés leur congé parental pour qu'elle puisse faire campagne. Un non-sujet pour ce papa qui désire passer plus de temps avec ses enfants. J'aimerais beaucoup être un père au foyer. Le bébé a droit à 1 année avec ses parents divisés en 2. 6 mois pour le père, 6 mois pour la mère. En 2021, le congé parental est passé de 10 à 12 mois, avec 6 semaines transférables à l'un ou l'autre des parents. J'ai quelques amis qui vivent aux États-Unis et ils nous envient. Je peux le comprendre. On est payé pour rester à la maison, mais ce qu'on perçoit est loin de ce qu'on gagne en réalité. Pourtant, en Islande, les indemnités sont de 80% du salaire moyen du parent, dans une limite de 4 200 € par mois. Une situation qui ferait pâlir d'envie de nombreux autres Européens. Mais les mœurs ont évolué si vite que les Islandais demandent encore davantage d'efforts à leurs gouvernants. On a besoin de plus d'options pour les parents, qu'il s'agisse de garderie, de jardin d'enfants, ou bien de rester à la maison et être payé pour cela. C'est toi, en tant que parent, qui dois pouvoir décider. Ástrós et son parti de centre droit militent aujourd'hui même pour un congé de 3 ans rémunéré. La politique, un terrain que les femmes islandaises ont très tôt investi. Le 24 octobre 1975, elles organisent la première grève féministe du pays. Un raz-de-marée. Pour obtenir davantage de droits, 90% des femmes arrêtent de travailler, que ce soit au sein ou en dehors du foyer. Résultat, le pays entier se retrouve à l'arrêt. Parmi elles, Sigríður Duna. Elle a alors 23 ans et participe à un rassemblement de femmes dans le nord-ouest du pays. Son souvenir de cette journée historique est intact. Je me souviens très bien être rentrée à la maison après ce meeting et sentir l'odeur de viande brûlée partout dans les rues. Pourquoi ? Parce que les hommes essaient de préparer le dîner. Cette grève inédite fait alors la une des journaux internationaux et leur permet d'obtenir rapidement le vote de plusieurs lois. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui n'existait pas jusqu'ici. On a aussi dirigé l'attention sur l'importance des modes de garde. Que pouvaient bien faire les femmes si elles devaient travailler en dehors de la maison ? Il leur fallait des crèches. Après la grève, cette professeure d'anthropologie cofonde la Liste des femmes, le premier parti féministe islandais. En 1983, elle est élue députée sous cette étiquette, là encore en attirant les regards du monde entier. On était 3 à être élus au Parlement. Christine, Guðrún et moi. Ça, c'est un journal du Danemark qui dit « Les femmes islandaises ont accompli un miracle ». Nulle part ailleurs dans le monde, un parti fondé sur des idées féministes n'avait percé.
Il y avait bien eu des tentatives, mais qui avaient échoué. Cela n'a fonctionné qu'en Islande. Sigríður explique ce succès par l'histoire du pays. 150 ans durant lesquels les femmes ont tenu le foyer, tandis que leurs maris partaient en mer pour pêcher. Selon elle, cela tient aussi au petit nombre d'habitants que compte l'île. Vous avez probablement de la famille, ou étiez à l'école avec quelqu'un, ou êtes ami avec une personne faisant partie d'un mouvement féministe. Ce qui vous rend plus perméable à ces idées. Dernière avancée majeure, en 2018, quand une loi impose l'égalité salariale. Depuis cette date, ce n'est plus aux employés de démontrer qu'elles sont lésées, mais aux employeurs de prouver qu'ils ne les discriminent pas. Un modèle pionnier qui a permis à l'Islande d'être depuis 12 ans à la tête du rapport mondial sur l'égalité homme-femme. Pas de quoi se réjouir pour autant, selon la professeure. Être en haut de ce classement, ça ne veut pas dire être très haut pour autant. Parce que le reste des pays est si mauvais. C'est vrai, nous avons accompli beaucoup, mais c'est une chose d'avoir une législation en vigueur et c'est autre chose de l'avoir respectée. On a encore du chemin à parcourir, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour dans le futur, potentiellement atteindre l'égalité des genres. Car rien n'est jamais parfait, même en Islande. Dans le pays, 22% des femmes subissent ou ont subi des violences domestiques. Parfois, on me demande, mais comment se fait-il que dans un paradis de l'égalité comme l'Islande, la violence de genre existe encore ? Et la réponse probable, c'est que ce n'est pas un paradis de l'égalité des genres. Sigfridur est directrice d'un refuge destiné aux femmes fuyant les violences. Fondé en 1982, il est l'un des plus vieux d'Europe. Je pense que nous avons de bonnes lois concernant les mesures d'éloignement. Elles sont très simples quant à leur fonctionnement, mais elles ne sont pas appliquées. Je crois qu'il est là le plus gros problème en Islande. Salut Sonia, comment tu vas ? Ça fait du bien de te revoir. Ça fait un bail. Oui, depuis septembre. Sonia est une survivante passée par le refuge avec ses 2 enfants. Aujourd'hui, les rescapés peuvent y vivre jusqu'à 1 an. Tu veux que je te montre les appartements ? Oui, avec plaisir. Le loyer de ces logements est 2 fois inférieur au prix du marché. Si à l'époque, Sonia a pu rester au foyer gratuitement, son séjour s'est limité à quelques semaines seulement. Une parenthèse qui a pourtant tout changé pour elle. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Cela permet de couper les liens avec ton agresseur. Son ancien mari lui a infligé 18 ans de violences psychologiques et physiques. Des abus traités trop légèrement par la justice selon elle. Mon ex-mari a été condamné à 9 mois de prison, mais il est sorti au bout de 3 mois. Je pense que si un inconnu m'avait attaqué dans la rue, de la façon dont mon ex m'a agressé chez moi, il aurait probablement été condamné pour tentative de meurtre ou un motif similaire. Parce qu'il m'a battue si violemment, pas seulement avec ses mains et ses pieds, il m'a aussi frappée avec une bouteille en verre et a menacé de me jeter du balcon avant de me chasser de l'appartement. Donc pour moi, ça, c'est une tentative de meurtre et rien d'autre. Sonia se sait malgré tout chanceuse d'avoir pu bénéficier d'une mesure pionnière. La police peut maintenant pénétrer au domicile et ils ont cette fenêtre de 24 heures pour séparer les partenaires et guider la victime. Dans les 24 heures suivant un appel, des enquêteurs formés aux violences de genre, mais aussi des travailleurs sociaux ou encore des agents de la protection de l'enfance doivent se rendre au domicile. Le but ? Empêcher qu'un agresseur n'attire à nouveau la victime sous son emprise et que la fenêtre se referme pour de bon. Cette mesure a d'abord été mise en place localement par une ancienne avocate qui a rejoint les forces de l'ordre. Il y a 2 ans, Sigríður Björk a été nommée à la tête de la police nationale. On a 7 signalements par jour concernant des viols ou des violences domestiques.
c'est 19% d'augmentation sur les seuls 3 premiers mois de l'année. Des mauvais chiffres qui s'expliquent selon elle, paradoxalement, par le succès des campagnes de sensibilisation depuis 10 ans. Son cheval de bataille, que toutes les plaintes donnent lieu à un procès et que les femmes soient accompagnées tout au long de la procédure par une personne dédiée à leur affaire. Vous n'avez pas à appeler une structure qui va essayer de retrouver votre dossier ou d'être ballotté d'un côté à l'autre pour avoir des infos. On essaie simplement de faire les choses différemment en écoutant nos clientes, en écoutant les gens que nous sommes censés servir. Et en les écoutant, nous pouvons améliorer les choses. En 2022, une loi a été votée facilitant le divorce pour les femmes victimes de violences infligées par leurs partenaires. Si l'Islande fait figure de modèle, ce petit pays est encore aujourd'hui en quête de perfection. Et voilà pour ce reportage signé Mélina Huet, envoyée spéciale de France 24 en Islande. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.